Cédric Roussel, je suis rapporteur de cette mission d'information. Donc pour cette seconde audition du jour, nous sommes très contents de pouvoir vous accueillir et surtout que vous puissiez vous exprimer sur un sujet qui parle d'un fait divers qui concerne donc le football, mais qui se veut être une mission d'info sur laquelle on a une réflexion beaucoup plus globale sur le financement du sport, mais sur toute cette évolution du produit audiovisuel sportif, sur sa valorisation, sur sa préservation, sur son objectif aussi d'être le plus attractif et le plus accessible, en tout cas pour qu'il y ait cette adhésion plus large du sport dans notre pays et aussi de son rayonnement à l'international. Donc, après le Grand Prix de moto et l'audition que nous avons eue à cette occasion la semaine dernière, nous allons nous pencher donc aujourd'hui avec vous sur le sport automobile et plus particulièrement sur le Grand Prix de France, le grand événement, donc bien sûr de Formule 1. Je souhaiterais que vous puissiez nous dresser dans un premier temps un panorama de la situation économique du Grand Prix et bien sûr de sa diffusion. Nous ne sommes pas, en tout cas pour ma part, forcément familiers de l'économie de la Formule 1. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse à double titre. Et je vous serais vraiment reconnaissant de nous éclairer donc, sur les spécificités de la Formule 1 en matière de diffusion audiovisuelle, autant dans sa forme juridique que dans la gestion et la répartition du produit des droits de diffusion. Donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation qui est, je le rappelle, retransmise en direct, mais aussi disponible en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, qui sera ensuite suivi d'échanges entre nous et certains membres de la commission. Je ne les vois pas tous, puisque c'est en vision, qui pourront aussi, bien sûr, et je le dis à mes collègues, intervenir sans aucune difficulté. Je voulais vous céder la parole. Merci. Très bien. Merci, M. Roussel. Merci. Bonjour à tous, tout d'abord. Écoutez, ravi d'avoir été invité et de pouvoir un petit peu expliquer le modèle économique donc, de la F1. Donc, j'ai bien compris qu'il y a un contexte qui est lié quand même très fortement au football et à cette histoire Mediapro. Le modèle de la F1 est assez unique, en fait, parce que, premièrement, ce sont eux qui produisent toute la vidéo. Ils ont leur propre broadcast center. Ils apportent leurs caméras, ils apportent tout. Tout passe ensuite par l'Angleterre et est redistribué à travers ce qu'ils appellent un world feed à tous donc les broadcasters, ceux qui sont qui sont devenus éligibles. En France, par exemple, donc c'est Canal+ qui a récupéré les droits en 2013 après TF1. On parlait à l'époque donc d'un prix en fait de 30 millions d'euros, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles économiques que dans le football. Même si en 2018, il y a eu de nouveau un appel d'offres que Canal+ a remporté et on imagine que les droits ont été plus élevés. En ce qui concerne donc la F1 a deux entités. Les droits commerciaux appartiennent à une société anglaise qui s'appelle Formula One Management, donc FOM. Et tout ce qui est, on va dire, droit sportif est régi par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. FOM tire ses revenus de trois grandes lignes. Les droits de télévision, qui sont donc attribués par pays, mais les droits de sponsoring par rapport à leurs hospitalités et du sponsoring pur, et aussi les droits des promoteurs. Donc, chaque Grand Prix paye un prix de plateau pour recevoir la F1. C'est comme ça que les revenus sont générés. Où la FOM ou la F1 en tout cas est complètement différente aussi, c'est qu'ils ont puisqu'ils contrôlent tout le contenu, puisque ce sont eux qui produisent toutes les images. On parle de plus de 430 heures de direct par an, 500 millions de spectateurs en gros live. Ils ont aussi maintenant un portail de distribution à travers leur plateforme internet formula1.com, où chacun peut souscrire pour, je crois, 20 € par mois et avoir accès en fait à la diffusion de toutes les images des F1, des caméras embarquées et autres. Donc c'est un modèle qui est vraiment extrêmement différent. On ne parle pas des mêmes échelles de valeur. Voilà. Et pour comprendre, je coupe juste, mais pour bien comprendre, ce qui veut dire que
ce site internet, cette offre OTT, elle est, voilà, elle est celle en plus de Canal+. Pas en plus, mais je veux dire, on peut passer par l'offre OTT sans avoir dans ce cas-là un abonnement Canal+ pour les consommateurs français, c'est ça? D'accord. Alors, c'est pas complet, c'est pas encore au niveau mondial, mais la France en fait partie notamment, effectivement. La France, donc je me suis trompé, hein, c'est pas 20 € par mois, c'est 8 € par mois. Mais c'est accessible, ça n'a rien à voir avec Canal+, ça fait partie des négociations qui ont été faites entre Canal+ et la FOM, donc. Mais effectivement, il est possible de souscrire à cette offre directe à travers leur application. D'accord. Je laisse poursuivre, merci. Dans le cadre aussi donc, du fait que le Grand Prix de France est classé grand événement national, il y a une obligation évidemment légale d'être aussi disponible, pas encrypté mais en clair. Et donc le Grand Prix de France depuis 2018 est retransmis aussi, donc il l'était sur TF1. Et maintenant, Canal+ a aussi repris les droits pour le retransmettre sur une chaîne non cryptée. Donc c'est le fameux décret d'événements d'importance majeure, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà, dans le cadre d'un événement comme le Grand Prix de France, le modèle, en fait, est nous achetons un prix de plateau, ce qu'on appelle, donc les droits pour accueillir la F1. Et après, en fait, on négocie avec eux quels sont les revenus que nous pouvons tirer de l'événement. Donc, dans le cas du Grand Prix de France, c'est la billetterie, évidemment, le numéro 1, suivi d'un droit d'hospitalité secondaire, comme ils appellent ça. Et aussi, on a récupéré les droits donc, de tout ce qui était F&B, donc alimentation pour le grand public. D'accord. Droit d'hospitalité secondaire, on comprend qu'il y a droit d'hospitalité primaire, premium, peut-être, c'est même ça. Excusez-moi, il y a une hospitalité primaire qui s'appelle le Paddock Club, en fait, qui est régie par la FOM aussi, également. Donc, comme je disais tout à l'heure, la FOM génère des revenus de 3 niveaux, les droits de télévision, les droits d'hospitalité et de sponsor, et les droits de prix de plateau. D'accord. Donc, ça veut dire que là, le travail de toute l'équipe du Grand Prix de France, c'est vraiment de travailler sur les sources de rémunération, enfin les ressources financières qui vous sont propres, c'est-à-dire la billetterie et l'expérience spectateur sur place. La billetterie, l'expérience spectateur, les hospitalités secondaires et le F&B. Et pour bien comprendre, les hospitalités secondaires, ce sont donc des entreprises qui vont peut-être acheter un certain nombre de places VIP, c'est cela, et qui vont pouvoir donc, comme on peut voir dans les loges, notamment dans les stades de foot, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et si je peux me permettre une comparaison, même si elle est un peu lointaine, mais avec le football, c'est que suivant le même modèle, c'est-à-dire la FOM récupère donc ses revenus à travers ces 3 grandes sources, comme je l'ai dit, et elle partage une partie de ses revenus avec les équipes de Formule 1, ce qui correspond au modèle du football, entre guillemets, où les partages de revenus sont faits à travers les équipes de foot. Mais nous, en tant que promoteurs, on n'a pas, c'est l'inverse. Nous, on paye un prix de plateau. Est-ce que cette répartition, c'est intéressant, d'après ce que vous savez, elle est égalitaire ou pas, ou en fonction d'un classement, d'une notoriété de chacune des écuries? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie égalitaire et une partie en fonction du résultat du championnat de l'année précédente. D'accord. Ok. Vous parliez donc des liens, là, directement avec les écuries. Quel lien vous entretenez avec la Fédération française des sports automobiles? Quelles sont les relations? Est-ce qu'il y a une solidarité aussi financière ou des actions mutuelles? Comment ça fonctionne? On est effectivement on est proche de la FFSA puisque nous devons, en tant que grand événement, s'inscrire au niveau du calendrier international et ça, seule la FFSA peut le faire. Donc, nous payons un prix, un droit d'entrée au calendrier qui doit être versé à la FIA, mais on passe par la FFSA. Et après, il y a effectivement tout un tas d'actions et de coordination entre les équipes de la FFSA et nous pour
pour travailler ensemble, notamment tout l'aspect sportif. Les commissaires sont amenés par la FFSA, et en tout cas à travers l'ASN locale. Donc il y a effectivement un vrai travail de coopération entre la FFSA et le Grand Prix de France. Pour revenir sur le moteur de votre modèle économique et ses composantes, en proportion, la billetterie, le partenariat sportif, est-ce que vous êtes… Ouais, donc le sponsor et l'hospitalité, c'est quoi là la répartition en pourcentage? 80% la billetterie, 20% les hospitalités, on va dire. Ok. Vous n'avez pas d'aide des pouvoirs publics? Si. Ouais. Bon, nous avons des aides des collectivités locales de la région sud. D'accord. Donc, qui consistent en des avantages, des investissements en nature ou financiers? Non, c'est les subventions qui sont votées. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés financières, parce qu'on parle aussi, bien sûr, des conséquences de la crise sanitaire. Quels ont été les impacts de la crise de Covid sur cette dernière édition, sur ces dernières éditions? Enfin, attendez, c'est vous qui allez me dire. Il n'y a donc pas eu d'édition 2020? Tout à fait. On avait la chance d'être assurés. Donc, nous avons pris et nous n'avions pas la possibilité de pouvoir fixer une nouvelle date. Donc, voilà, le Grand Prix a été annulé pour les raisons sanitaires qu'on le connaît. Et puis… c'est un arrêt préfectoral, je crois d'ailleurs, qui a permis… c'est une décision, c'était un message du président et du Oui, c'est ça. Qui a permis cette couverture par l'assureur. Tout à fait. Et ok, d'accord. Et en fait, cette année, on a réussi à tenir le Grand Prix avec une jauge sanitaire limitée à 15 000 spectateurs en lieu et place d'une jauge de 65 000. Donc, sachant que 80% de la billetterie étant notre revenu, voilà, il y a un impact évidemment très significatif sur l'équilibre économique du Grand Prix. Est-ce que vous avez bénéficié du coup? Est-ce que vous étiez l'un des bénéficiaires de cette compensation de billetterie? Alors, pas encore. On devrait l'être cette année si nous sommes éligibles. L'année dernière, vu qu'il n'y avait pas d'événement, nous n'avons pas été compensés, non. C'est ça, ce qui est logique. Logique. Mais cette année, donc en 2021, vous étiez contraint par cette jauge. Oui. Ce qui veut dire, en nombre de spectateurs, combien y en avait-il? 20% de la jauge. 20% de la jauge, ça représente combien? Parce qu'en nombre, parce que j'étais pas, enfin, je suis pas allé à un Grand Prix, donc je sais pas. 15 000 personnes en lieu de 65 000. 65. D'accord. Ok. Oui, par jour, vous avez raison de le préciser. Sachant que le jour le plus affluent, c'est celui de la course ou le dimanche. Pas forcément. Ouais. Non, en général, c'est, on va dire, si vous avez 100% de la jauge le dimanche, vous avez 80% de la jauge le samedi et 60% de la jauge le vendredi. D'accord. Donc là, au moins sur 3 jours. Ouais. Ok. Donc cette année 2020 a pu être passée parce que grâce donc à la couverture d'assurance de ce risque qui n'était pas prévu dans les conditions des contrats des compagnies d'assurance, puisque c'était un événement, on va dire, majeur, nouveau de risque pour eux. Petite curiosité pour cette année, les années suivantes, justement, est-ce que cette clause de crise sanitaire fait partie de votre option possible maintenant de contrat d'assurance? Non, elles ont disparu. En fait, toutes les assurances et les réassurances n'assurent plus aucun événement, en tout cas sur des raisons de pandémie ou d'épidémie ou autre, quoi. Il n'est plus possible. D'accord. Donc, ça contre une majoration actuelle, non. Ce risque n'est pas assurable. Okay. Non, c'est même pas une option. Voilà. D'accord. Quelles sont les conséquences? Parce que je peux imaginer ça que des investisseurs privés qui investissent dans votre événement peut-être se trouvent un petit peu échaudés par ça. Non, mais les conséquences, c'est que si la pandémie continue et devait amener à de nouveau être une menace sur un événement par rapport au nombre de spectateurs, vous seriez obligé de le faire à huis clos.
parce que vous ne pourrez pas l'annuler. Donc, la double peine. C'est un peu ça, ouais, exactement. D'accord. Et bah justement, vous êtes dans un lieu où les débats se font sur cet angle législatif réglementaire. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a des points, totalement ce sujet-là est un sujet sur lequel la représentation nationale pourrait intervenir, en tout cas des changements législatifs pourraient intervenir ou pas? Et si oui, lesquels? S'il y a un changement à faire, c'est effectivement peut-être d'avoir une coopération avec des réassureurs pour avoir une protection sur les événements sportifs ou culturels ou autres, d'ailleurs, qui sont quand même de dimension, comme on dit, un grand événement national. On est tous dépendants plus ou moins de la billetterie. Et donc, effectivement, peut-être qu'avoir en fait un mécanisme où, avec un système il y a le système de compensation aujourd'hui à 15% de la jauge qui est en place, mais peut-être qu'un système supplémentaire en travaillant avec des assurances et le gouvernement ou l'État qui permettrait d'avoir la possibilité quand même de s'assurer. Ok, donc c'est des discussions qui vous concernent en tant qu'organisateur de grands événements. Est-ce que c'est des discussions déjà et une démarche commune que vous avez entre organisateurs de grands événements sportifs déjà? Pas encore. Non. Je sais que c'est une initiative qui a été plutôt discutée dans le monde culturel, dans le monde du sport en tout cas pour l'instant. Elle est encore assez début, on va dire. On a eu des discussions avec la FFSA, avec la FIM aussi, la Fédération de la moto, donc pour voir si on pouvait effectivement engager un process un peu global sur les grands événements à travers les fédérations et les gouvernements pour voir s'il n'y a pas une possibilité au moins de protéger ces événements à travers un système de réassurance. D'accord. Donc, travailler la concertation d'abord entre vous pour ensuite, parce que vous n'avez pas encore de concertation avec le gouvernement et principalement avec le ministère des Sports. D'accord. OK. Bon, sachez qu'il y a des groupes de travail. Moi, je suis président du groupe d'études sur l'économie du sport et c'est un sujet sur lequel donc, on pourrait déjà avoir une première discussion. Avec plaisir. Serait-ce que pour savoir quel est le ressenti de l'ensemble de la filière dont vous faites partie pour ces caractères préventifs en fait, de votre activité économique. Et je suppose aussi que ça participerait à rassurer les partenaires sportifs et les entreprises qui investissent dans votre sport. D'ailleurs, c'était une des questions qu'on avait pu avoir. Et un des constats qu'on peut faire, je fais l'analogie avec le football, où on constate donc peu d'investissements d'entreprises, de grosses entreprises françaises dans le modèle économique des clubs. On voit qu'il y a des entreprises qui investissent dans les écuries. Au niveau des partenariats sportifs, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous constatez un engouement pour l'investissement dans votre sport de la part des entreprises françaises? Si oui, quelle typologie? Est-ce que ce sont des entreprises locales? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est du partenariat sportif dans son ensemble et de ses spécificités, s'il y en a? Alors, si je prends ma casquette de promoteur, entre guillemets, effectivement, il y a un investissement local, puisque ce sont toutes les hospitalités donc dites secondaires que nous commercialisons. Donc, sur un réseau en fait plutôt local dans la région sud, effectivement, il y a un certain engouement. En tout cas, on a vu qu'il y avait une appétence et un manque clairement d'activation pour les entrepreneurs à cause du Covid et de ses nombreux, de toutes ces conséquences. Si je parle après un peu plus global sur la F1, Renault est engagé en Formule 1 à travers ses moteurs, à travers sa marque Alpine, puisqu'ils ont une écurie donc, basée en Angleterre. Et donc, effectivement, très engagé en tant que Français et société française. Après, il y a d'autres en fait, fournisseurs techniques qui sont aussi impliqués en F1, Carbone Industrie notamment, à travers la fourniture de freins et autres. Donc, il y a une... il y a quand même, le sport automobile en France, il y a quand même une étude qui a été faite, notamment menée par la FFSA et la FIM, qui
qui montrait quand même que c'était 13 000 emplois directs, le sport automobile en France, et avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, pardon, ce qui en faisait quand même le deuxième sport après le football, alors loin derrière le football, mais devant tous les autres. Donc, il y a une économie très importante au niveau du sport automobile en France. Et donc, oui, il y a beaucoup d'acteurs engagés, très engagés, entre guillemets, à travers tous les événements. Vous avez dit 13 000 emplois directs. 13 000 C'est emplois ça, direct. Hein. 2,5 milliards de revenus générés dans le sport automobile en France. Et les emplois indirects, est-ce que vous avez une évaluation ou pas? Je ne me rappelle pas, pour être très honnête. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, mais tout ça pour dire sur l'économie locale, hein, puisque. Oui, je parle du national, mais en tout cas, si vous prenez les conséquences économiques du sport automobile, on est le deuxième poids après le football. Voilà. Si vous avez une étude d'impact, je pense peut-être que vous l'avez faite. Je ne sais pas si vous le faites pour chaque édition ou pas. Justement, ouais. Ok. Oui. Ce serait intéressant qu'on enrichisse justement de nos travaux pour qu'on puisse voir aussi. Je vous la ferai passer si vous voulez, mais il y a effectivement une étude qui a été faite par le cabinet d'études indépendante, par le cabinet Deloitte. Le premier Grand Prix de France, c'est à peu près 60 000 personnes en 2018. L'impact économique direct pour la région, c'est 78 millions d'euros. Et c'était l'équivalent de la création, alors équivalent CDI, de création de 550 emplois. Donc, c'est un impact significatif. Ok. Vous avez des craintes quant à, je dirais, la poursuite des investissements, des sponsors, enfin des entreprises, que ce soit en termes de sponsors, en termes d'hospitalité ou pas? Ou les seules craintes sont sur le protocole, j'ai envie de dire, sanitaire. Elles sont principalement là, effectivement. Ouais, sur le deuxième point. Parce qu'on n'a plus de protection au niveau assurance, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est clair que le modèle économique d'un événement comme le Grand Prix de France est très lié à la billetterie. Ok, donc on revient sur le point de l'assurance de l'événement, plus que sur la confiance, on va dire, des investisseurs en votre événement, quoi. Ok. Sur l'actualité, justement, cette dernière actualité foot, enfin audiovisuel, on va dire foot, puisque vous avez peut-être suivi qu'Amazon est le nouveau diffuseur, un des deux nouveaux, pas nouveau, puisque oui, le nouvel diffuseur aussi de la Ligue 1 de foot. Ce qui marque quand même une étape, en tout cas dans la transformation des modes de diffusion du sport en France. Hein. Quel regard vous portez sur cette, ce nouvel investissement du sport, pour le coup, premier investissement du sport en France d'Amazon? Et plus généralement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la diffusion du sport dans les médias et plus particulièrement de votre sport? Bonne question. Vous avez 3 heures. C'est pas une question de philo. Écoutez, avoir plus de diffuseurs sur le marché, je pense que c'est une bonne chose parce que, en tout cas, de ce que je lis à travers la presse, au vu des montants qui sont payés par les diffuseurs, on n'est pas à la même échelle que nous en Formule 1. Donc, il y a effectivement des risques un peu différents. Ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à la F1, si je peux faire une petite parenthèse, pardon, c'est que la F1 a 10 équipes et elle se répartit sur un schéma mondial, en fait. Hein, donc, c'est un peu différent, effectivement, d'un championnat national, en fait, dont l'écosystème inclut les équipes. Mais avoir plus de diffuseurs, c'est forcément mieux. Après, il faut effectivement trouver le bon modèle économique entre le nombre de téléspectateurs, l'accès, parce que c'est quand même important de pouvoir avoir accès sans passer par 2 décodeurs ou le téléphone, les applications. Enfin voilà, un accès, c'est important. Et j'ai aujourd'hui,
de ce que je vois, Canal+, en tout cas, faisait un très très beau travail là-dessus. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit compliqué et obscur sur des applications, mais avoir plus de diffuseurs, je pense que ça va rendre une compétition un peu saine entre les diffuseurs, mais avoir des opérateurs qui tiennent la route, entre guillemets, qui soient financièrement viables. Amazon, je pense, l'est, en tout cas, fait ses preuves à travers leur réseau Prime. Et après, je ne sais pas s'il y a d'autres mécanismes comme la F1 le fait, c'est-à-dire d'avoir d'autres moyens d'être atteints par les spectateurs, je veux dire, à travers d'autres plateformes. Ça, je pense que dans le futur, c'est quand même un modèle qui est à regarder. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis en Formule 1, mais c'est quand même bien d'avoir un accès à travers un ou deux ou plusieurs diffuseurs, quoi. Même si je sais bien que l'exclusivité fait partie du jeu et des droits de négociation, mais... Est-ce qu'il y a un âge moyen qu'on peut évaluer du téléspectateur et quelle a été sa tendance d'évolution ces dernières années concernant votre Grand Prix? Enfin, la Formule 1, de manière générale. Ouais, écoutez, l'âge moyen, c'est à peu près 45 ans, donc c'est un public qui est déjà plutôt mature, même si justement la F1, il y a quelques années, 3-4 ans, c'est ouverte aux réseaux sociaux, c'est ouverte, donc justement, c'est fendu d'avoir son propre canal de diffusion à travers ces plateformes digitales et numériques. Est allé faire notamment une série sur Netflix pour découvrir un petit peu les coulisses de la F1, qui a été un succès mondial et qui, grâce à ça, en fait, a reconnecté une génération de 15-25 ans à la F1 qui s'y intéresse de nouveau et qui donc va rajeunir forcément l'âge moyen du téléspectateur. Et concernant donc ces téléspectateurs-là, on parlait donc justement, c'était, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais c'est votre plateforme donc OTT, je parle de Formula One, c'est ça, .com. Oui. Et est-ce qu'il y a une évaluation de l'âge moyen Alors, je n'ai pas accès à leur data. Ouais. De nouveau, c'est pareil. En fait, l'opérateur, le propriétaire des droits commerciaux et l'opérateur de la F1 est au niveau mondial et gère tout lui-même à travers ça. Donc, on a des infos, mais on les a une fois par an. Et pour répondre aussi à votre question d'avant, je pense que les nouvelles générations sont de plus en plus consommatrices d'informations à travers les plateformes digitales, que ce soit l'iPad, les tablettes ou les téléphones. Et je pense que d'avoir un Amazon qui s'intéresse à des droits sportifs, ça ne m'étonne pas, puisque, comme je le disais, donc, la F1 a développé sa propre application de diffusion, et je pense que dans le futur, le principal outil de visualisation ou de consommation d'un sport à travers un écran, ce sera par un téléphone ou une tablette ou un ordinateur, mais pas forcément une télévision. En tout cas, les télévisions devront elles-mêmes, je parle en tant que de support, hein, les télévisions devront aussi avoir la possibilité de se connecter à l'outil Internet pour pouvoir accéder aux outils qui sont mis en place de diffusion aujourd'hui. Vous disiez que c'était un public plus mature, un téléspectateur plus mature. Sur la F1. Ouais. Mais par définition, ça voudrait donc dire que c'est aussi un téléspectateur qui a peut-être plus de moyens par rapport donc à des téléspectateurs bien évidemment plus jeunes, étudiants, qu'on voit dans beaucoup de sports et certainement dans le vôtre aussi. Mais alors donc, du coup, pourquoi les droits ne sont pas plus valorisés, plus élevés que ça? Parce qu'il y a quand même, c'est 500 millions de consommateurs au niveau mondial, de téléspectateurs? Alors, c'est si des chiffres, les chiffres exacts, voilà, c'est 500 millions de téléspectateurs, 450 millions de téléspectateurs live par an, c'est quasiment 2 milliards je crois, de téléspectateurs au cumulé par an. Le choix de la F1, ça a été de fragmenter. De nouveau, on ne parle pas d'un championnat national, on parle d'un championnat du monde. Ouais. La grosse différence, elle est là. Hein. Donc, quand la FIFA négocie les droits à télé, c'est pas la même chose que la FFF.
c'est pas la même chose que les droits français. Donc effectivement, la F1 a une audience cumulée de 2 milliards de personnes par an, mais c'est un événement qui a lieu 23 fois maintenant cette année par an et qui est régionalisé par pays. Donc les montants en fait ne sont pas au cumulé, ça fait des montants plus gros, même si on est loin des montants de droits télé qu'on peut voir en Première Ligue par exemple en Angleterre. Mais c'est un choix. C'était un choix. Et je pense que plus l'intérêt de la F1 va grandir et plus ils vont pouvoir monter, mais dans des sommes entre guillemets raisonnables, si je peux me permettre la comparaison, mais toujours sur des droits régionaux. Voilà. Oui, vous dites qu'à l'événement, ça fait 23 événements. Quand on compare ça à effectivement des matchs et des championnats de foot, même de première ligue, Voilà, des centaines il y a par an. beaucoup plus d'heures de diffusion, quoi. D'accord. Ok. J'avais une question, mais peut-être que vous ne pouvez pas y répondre, mais c'était toujours vraiment une question de novice, mais je me suis toujours posé la question. J'ai toujours trouvé de l'extérieur que être pilote de Formule 1, c'était du talent, mais ce n'était pas que du talent. Je veux dire par là qu'il fallait avoir la chance qu'on nous mette le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Comment ça se passe le recrutement de pilotes de Formule 1 sportif? C'est quoi le parcours et faire en sorte que moi je passe. C'est plus je dirais le défenseur de l'excellence française du sport, et c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait les champions de demain, comment ça s'organise et quels sont les liens justement entre les grands prix comme les vôtres. Alors c'est un modèle qui est différent. Donc, de nouveau, il faut se rappeler que il y a des centaines de clubs de football dans le monde, il y a des milliers de joueurs de foot professionnels. En F1, il n'y en a que 20. Donc c'est une pyramide qui est très élitiste et en même temps qui est où il y a beaucoup de candidats, oui, des milliers de pilotes aussi, mais le niveau de profilisation dans le sport automobile est différent en fait. On devient un pilote professionnel. Alors il y a différentes séries, hein, comme les 24 heures du Mans, comme d'autres séries où il y a des pilotes professionnels, mais si on parle du cas de la F1, il y a entre guillemets une pyramide dite idéale qui est donc le karting, la F4, la F3, la F2 et la F1. Mais effectivement, comme je disais, les places sont chères et à chaque niveau, il n'y a que 20 à 30 places. Donc c'est une pyramide qui très très vite se rétrécit à quelques pilotes seulement qui sont après, en fonction évidemment de leurs résultats sportifs, peuvent être repérés et détectés par les écuries de F1 qui à un moment ou à un autre vont décider de le faire monter en F1. Ok. Donc, quels sont les moyens en fait qui sont donnés parce que là, les moyens, j'ai l'impression en fait, mais j'ai l'impression qu'on subventionne et on doit trouver soi-même donc le financement je veux dire, de sa formation. Il y a un accompagnement financier à un moment donné, comme on peut l'avoir, je sais pas, dans la Fédération française de tennis, où il y a un investissement de la part de la fédération sur des champions de demain ou pas? Il y a effectivement, alors il y a des accompagnements financiers, notamment au niveau karting et au niveau Formule 4 par la FFSA. D'accord. Donc c'est quand même très important à souligner parce que c'est un bel effort justement d'accompagnement. C'est vrai qu'à partir de la F3 et de la F2, en général, à moins d'un support d'un sponsor, à moins d'un support parce que vous avez été repéré très tôt par une écurie de F1 qui a décidé de vous aider financièrement, il y a quand même une grande partie, voire la totalité du financement de votre carrière que vous devez vous-même trouver et générer. Mais est-ce qu'il y a des systèmes de solidarité financière comme on peut le voir dans certaines fédérations, comme le foot, le rugby, entre justement le F1 et les divisions, on appelle ça des divisions, les divisions Oui, inférieures, enfin, c'est catégorie inférieure. ou les catégories inférieures? Mais non, il n'y a pas de... La F1, non. La F1 prend tout. Et en fait, c'est aux équipes de choisir s'ils veulent supporter un jeune pilote. Voilà. Donc, c'est du ultra personnalisé, quoi. C'est pas du. Okay. Et après, voilà, la seule action en fait vient de la FFSA qui aide beaucoup tous les jeunes Français en fait,
en karting surtout et en F4. Et accompagne ensuite, mais les montants sont tellement malheureusement énormes pour rouler en F3 ou en F2. Hein. C'est à peu près 1 million d'euros le budget pour une saison en F3 et le double 2 pour faire une saison en F2, donc c'est beaucoup d'argent. Donc après, la FFSA continue d'accompagner, hein, mais voilà, il faut trouver d'autres solutions financières. Oui, parce que moi, j'avais été interpellé au début de mon mandat par un pilote, en tout cas un jeune pilote qui s'était expatrié donc en Asie, en tout cas pour y suivre donc une formation, en tout cas pour y trouver des soutiens financiers pour une formation qu'il a fait donc du coup à l'étranger. D'où ma question sur est-ce qu'on peut s'inspirer de solutions de financement justement alternatives de notre filière de pilotes à l'étranger. Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que ce sont des mécanismes, je ne sais pas, incitatifs financiers qui existent ailleurs qui pourraient être dupliqués ici en France, à votre avis? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, s'il y avait un soutien, je crois que ça passerait comme ça c'est arrivé dans le passé, en fait, hein, où des grandes entreprises françaises, notamment de raffinerie, si je peux me permettre, s'étaient associées justement avec la FFSA et avec d'autres parties un peu plus officielles pour créer en fait des soutiens sur les jeunes pilotes et les aider à accéder jusqu'à un certain niveau, enfin les jeunes pilotes français, et essayer de les emmener jusqu'à un certain niveau où ils étaient assez expérimentés et on va dire visibles pour se faire repérer par les grandes équipes de Formule 1. C'est un modèle qui a très très bien fonctionné pendant des années, qui nous a permis d'avoir tout un tas de pilotes en F1, de pilotes français en tout cas. Donc ça pourrait être une solution s'il y avait une réelle volonté effectivement de promouvoir la filière du sport automobile avec la FFSA. Mais là, c'était des initiatives d'entreprises particulières, c'était des formes d'académies privées, c'est ça? Enfin, privées, d'académies. Alors, il y avait effectivement des formes d'académies privées qui étaient financées par des fonds privés et des fonds publics et gérées par la FFSA. Oui, d'ailleurs, l'académie existe toujours aujourd'hui, hein, puisque la FFSA gère son propre championnat de Formule 4 avec des bourses pour aider les jeunes. Et notamment le champion de F4 de France peut monter à la catégorie supérieure avec une bourse qui est suffisante. Mais voilà, ça reste pour l'instant. Il y a une époque, il y avait un peu plus de soutien qui permettait d'accéder encore plus loin en fait dans notamment la F3. D'accord. Je voudrais vous ouvrir sur un autre sujet, à savoir donc quelles sont les relations que vous entretenez, votre Grand Prix, votre sport, avec le e-sport. Alors, nous, le Grand Prix, on a un plan en fait de découverte de la F1 à travers justement le e-sport. Donc, on a un container avec des simulateurs dedans, si vous voulez, avec des sièges qui bougent et qui se déplacent en fait de collège en lycée. On essaye, donc on a voulu faire ce plan en fait de contact avec les jeunes pour leur expliquer la F1. Alors évidemment, il y a aussi des activations un peu plus sécuritaires et autres, mais qui nous permettent quand même d'exposer la F1. Et puis on avait fait aussi il y a 2 ans, on avait fait un roadshow à travers la France où on s'était déplacé de ville en ville et on avait fait une compétition e-sport qui avait ensuite qui était allé jusqu'à en fait avoir les demi-finales et les finales donc pendant le Grand Prix de France. Donc on a développé pas mal de choses là-dessus. Et puis voilà, c'est vrai qu'on notre sport est fait pour le e-sport entre guillemets, puisqu'il suffit d'avoir un siège et un pédalier et une console et un écran et on peut tous faire du e-sport, quoi. Ouais, donc là, c'était un caractère plutôt prévention routière ou voire éducation à la conduite, c'est ça, les actions de sensibilisation. Mais d'un point de vue donc économique et opportunités économiques convergentes, on va dire, est-ce que vous êtes en lien avec des éditeurs de jeux
Est-ce que vous y voyez une évolution possible, notamment de financement de votre sport par le biais donc du e-sport? Alors Ça, oui, c'est l'aspect. Ouais, mais pas pour nous. d'accord. Les détenteurs de droits sont la FOM. La FOM, donc la société qui détient tous les droits commerciaux de la F1, a effectivement mis en place un championnat e-sport aujourd'hui qui est plutôt qui fonctionne bien, et d'ailleurs tellement bien que chaque équipe en plus s'est impliquée. Donc chaque équipe aujourd'hui a une équipe de F1 dit classique et une équipe de F1 e-sport. Et c'est de nouveau un championnat qui est géré mondialement. Voilà. Est-ce que ce championnat attire du monde dans les stades? Attire des spectateurs dans les stades encore, ou ça reste donc des compétitions en ligne totalement? Ça reste peut-être encore un peu marginal, en tout cas. Ce qu'on appelle le e-gamer, hein. Je pense qu'il y a une petite influence sur effectivement venir physiquement sur un Grand Prix, mais je pense que ça reste marginal pour l'instant. D'accord, donc il n'y a pas de vase communicant entre les consommateurs de jeux vidéo Absolument. liés à la F1 et les consommateurs et les spectateurs en fait de la F1. Il y a un lien, mais pour l'instant il est marginal et je ne suis pas sûr qu'on puisse le comptabiliser encore. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas, parce que c'est les joies de la visio, je ne sais pas qui est là. Mais si j'ai d'autres collègues, en tout cas, qui veulent s'exprimer, une fois, deux fois, trois fois. Donc, je vous remercie, Éric Boulier, pour ces explications. Je vais bien noter, donc, en tout cas, des points d'actualité vous concernant, mais qui peuvent faire l'objet justement de réflexion au sein de cette mission qui se veut une mission d'information sur l'évolution des modèles économiques du sport en France aussi. Donc partant d'un fait divers, mais aussi sur les impacts de ce fait divers et effectivement les réflexions nouvelles qu'on pourrait avoir à l'aune de la crise sanitaire et économique, de cette double crise, et aussi des évolutions des usages. Vous avez parlé effectivement je dirais, de canal traditionnel, et on parle beaucoup de canaux traditionnels qui sont donc la télé, mais je comprends aussi qu'il y a d'autres également canaux pour lesquels donc on pourrait aussi avoir des points de facilitation parfois dans leur développement, et également des points d'incitation pour faire en sorte de préserver bien sûr le modèle économique. Et je pense à votre sujet sur l'assurance donc de vos grands événements sportifs. Donc on aura l'occasion en tout cas d'en reparler dans un autre cadre aussi, mais dans ce cadre-là, je crois que ça peut avoir aussi sa place. N'hésitez pas si vous avez d'autres réflexions qui viendraient par la suite, puisque c'est une mission qui a pour but, en tout cas, de rendre son rapport d'ici le mois de novembre. Donc, il nous reste encore du temps, et comme pour tout le monde, vous êtes encouragé à venir y contribuer si vous le souhaitez, si vous voulez compléter votre présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.